Bonjour à tous, je vais vous présenter les enjeux et le contenu de cet arrêté du 23 août 2017. Et en commençant donc par le replacer dans le contexte. Donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est l'institution qui permet en premier lieu d'analyser une demande d'asile et donc d'octroyer une protection internationale ou également à la possibilité également de retirer cette protection internationale. L'octroi de cette protection, c'est le statut de réfugié et la qualité de réfugié est reconnue à une fillette, une adolescente ou même une femme majeure étrangère en France qui n'est pas excisée mais qui risque de l'être si elle devait retourner dans son pays d'origine. La conséquence de cette protection internationale, c'est l'obtention d'une carte de résident de 10 ans. Et lorsque c'est une petite fille ou une mineure qui est protégée, cette protection s'étend à ses parents qui se voient délivrer de plein droit une régularisation et un titre de séjour pour la même période de protection. Mais l'OFPRA peut également, après avoir placé une petite fille ou une majeure, en tout cas placé une petite fille sous sa protection, peut également, dans le cadre de sa mission de prévention et de contrôle de l'intégrité physique des petites filles placées sous sa protection, peut éventuellement procéder à un retrait de cette protection. Les textes prévoient effectivement que lorsque les conditions qui ont prévalu à l'octroi de cette protection disparaissent et cessent définitivement, eh bien l'OFPRA peut retirer cette protection. Alors, en pratique, la protection n'est pas vraiment retirée à la victime elle-même qui subit la mutilation, mais en revanche, pour sûr, elle est retirée à ses parents qui se voient supprimer, le titre de réfugié, d'une part, et l'autre conséquence majeure, c'est que la mutilation permanente est pénalisée dans notre code pénal. C'est une infraction criminelle qui est poursuivable d'ailleurs que la mutilation ait eu lieu en France ou à l'étranger. Dès lors que la victime est résidente française, les poursuites pénales peuvent s'exercer à l'encontre des auteurs de la mutilation. Et ce crime est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 150 000 € d'amende qui peut s'étendre jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle dès lors que la mutilation a été faite sur une mineure de moins de 15 ans. Donc vous voyez que l'octroi de la protection ou son retrait repose essentiellement sur le constat et savoir si la personne n'est pas excisée. Si elle n'est pas excisée, elle est fondée à demander une protection. En revanche, si on constate une mutilation après qu'elle ait été placée sous protection, eh bien, cela peut entraîner un retrait de la protection. Donc finalement, la preuve de l'excision ou de la non-excision est fondamentale. Tout repose sur l'administration de cette preuve et le moyen de preuve qui est utilisé, c'est le fameux certificat médical. Donc tout le dispositif de protection repose sur un élément objectif qui est ce certificat médical. Donc voilà le contexte dans lequel s'inscrit cet arrêté qui a été pris le 23 août 2017. Jusqu'à présent, la façon de faire établir ce certificat médical était libre. La personne qui se soumet à cet examen a la liberté de choix du praticien qu'elle souhaite consulter et qui établira ce certificat médical. L'apport de l'arrêté, justement, eh bien, c'est précisément d'encadrer les conditions de production et de communication de ce certificat médical, notamment à l'attention de l'OFPRA. Ce texte contient 5 points essentiels. Le premier, il établit le fait que ce certificat médical doit nécessairement
lorsqu'il concerne des mineurs, il doit nécessairement être établi par un médecin légiste qui exerce en unité médico-judiciaire. Donc, concernant les mineurs, plus de liberté de choix du praticien, il faut nécessairement passer par un médecin légiste qui exerce en unité médico-judiciaire. Deuxième point, c'est que ce certificat médical doit nécessairement également être transmis, communiqué à l'OFPRA au maximum dans les 15 jours de la date où il a été établi. Et ce certificat médical doit mentionner également si l'examen a été rendu impossible ou si la personne a refusé cet examen. Et dans ce cas-là, le certificat médical doit le mentionner et l'OFPRA devra en aviser le procureur de la République. Et si ce certificat médical précise et constate la présence d'une mutilation sexuelle, alors le médecin légiste lui-même enverra une copie de ce certificat médical au procureur de la République pour signalement. Et enfin, le dernier point, d'ordre pratique, le texte prévoit que le coût de la consultation pour cet examen médical sera entièrement pris en charge par l'OFPRA. Alors, ce dispositif appelle plusieurs remarques. D'abord, sur son champ d'application. Effectivement, il introduit un double régime du moyen de preuve. Il y a une façon d'obtenir pour les mineurs et puis une autre façon de l'obtenir pour les majeurs. Pourquoi cette dichotomie ? Pourquoi avoir restreint le champ d'application de ce texte aux mineurs et pas à l'ensemble des femmes susceptibles d'être victimes d'excision ? Ça reste une vraie question dont j'espère on nous apportera un peu d'éclairage. Deuxième point, cet arrêté désigne la catégorie de médecins compétents pour dresser ces certificats médicaux concernant des mineurs. Et donc pose une présomption de compétence qui est attribuée aux médecins légistes. Et en excluant, du coup, pour les mineurs, toujours, les médecins spécialisés, gynécologues, spécialisés sur les questions d'excision, qui également sont des spécialistes de la réparation chirurgicale, sont exclus de cet établissement des certificats médicaux concernant les mineurs. Donc, est-ce que cette présomption est légitime ? Est-ce que le fait, encore une fois, d'avoir fait le tri dans la catégorie des médecins habilités et non habilités, ça aussi, c'est une question en suspens. Ensuite, cet arrêté introduit une notion de fiabilité de la preuve. Incontestablement, l'OFPRA a besoin de pouvoir asseoir sa décision sur une preuve incontestable, non discutable, parce qu'après c'est lourd de conséquences. Ce souci de fonder la décision sur un élément objectif entre dans le cadre du raisonnement de l'OFPRA, dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État d'ailleurs, qui est d'octroyer la protection sur des éléments objectifs, notamment géographiques, sociologiques et d'environnement familial. Et le certificat médical et la fiabilité de ce certificat médical entrent dans cette école de pensée de l'objectivité de la décision. Et enfin, cet arrêté du 23 août 2017, il a été publié au journal officiel le 24 août 2017, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est pleinement entré en vigueur. Mais, eh bien, les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas tout à fait encore en place. Et on est dans une étape transitoire qu'on ne sait pas trop bien gérer, qui est une étape transitoire qui a une importance dans la pratique essentielle, et on ne sait pas trop effectivement comment appréhender cette étape transitoire, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui n'est pas valable, et ça aussi c'est une préoccupation, je suppose, d'une grande partie de la salle aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire à peu près de certaines interrogations, certaines projections.
Aujourd'hui, et c'est l'occasion de cette conférence, le but est de partager ces questionnements, peut-être d'avoir des embryons de réponse, même si certainement tout n'est pas encore complètement abouti en termes de mise en œuvre. Et donc, au programme, nous avons le plaisir et la joie et l'honneur d'avoir 4 intervenants à mes côtés pour évoquer donc, et animer ce débat. Donc, nous avons Madame Sophie Pegliasco, qui est chef de cabinet du directeur général de l'Office, qui va nous expliquer donc plus largement les raisons pour lesquelles cet arrêté a été pris et peut-être les différentes étapes de sa mise en œuvre, ou en tout cas dans quel esprit l'OFPRA souhaite qu'il soit mis en œuvre. Et puis nous aurons donc l'intervention du docteur Judith Trincard, qui est médecin légiste en exercice à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Gonesse, qui nous expliquera comment son service s'est emparé de ce texte et comment il compte effectivement le mettre en œuvre concrètement dans le cadre de l'UMJ de Gonesse. Nous avons ensuite le docteur Rada Atemganzer, qui est gynécologue, spécialiste de la question d'excision et notamment intervient souvent sur des réparations chirurgicales clitoridiennes et qui est rompu à la pratique de l'établissement de certificats médicaux et qui nous expliquera également comment elle procède dans le cadre de sa mission en tant que médecin-chef de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Et enfin, nous terminerons par une intervention de Madame Isabelle Gillette-Faye, sociologue et directrice générale du GAMS, qui nous dressera un point à date de l'état de l'excision dans le monde, aujourd'hui donc des notions géopolitiques sur la question de l'excision. Voilà notre programme. À chaque fin d'intervention est prévu 10 minutes à un quart d'heure de questions pour qu'il puisse y avoir un échange entre la salle et les intervenants. Vous prendrez à cœur de poser des questions courtes et précises. Ça facilitera le débat. Et tout de suite, eh bien, je donne la parole à Madame Sophie Pegliasco.